C'est un plaisir d'être à Béjaïa. Euh, J'aurais aimé partager cette conférence avec mon ancien patron Abdelwahab Keraman, à qui j'ai envoyé ce matin une photo de la mère qui était en colère en disant Béjaïa, la mère est en colère. Il m'a pas encore répondu, ou s'il l'a fait, j'ai pas le wifi. Alors, euh, donc, ce que je vous propose de faire, c'est de dresser un panorama rapide. Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous noyer dans beaucoup de chiffres. Les chiffres sont disponibles. Alors, les chiffres sont disponibles tout simplement parce que chaque année, j'analyse le bilan des 19 banques de la place et je les consolide et je les synthétise. Étant entendu que vous allez trouver des petits écarts avec le travail que fait la Banque centrale, étant entendu que moi je me focalise uniquement sur les dépôts de la clientèle et les crédits à la clientèle, alors que la Banque centrale va sur un certain nombre de choses un peu plus loin que moi, donc il y a des petits décalages statistiques, mais je vous conseille tous de lire sur le site de la Banque centrale le rapport qui a été publié il y a quelques semaines sur l'année 2021. Il n'y a pas de grosse différence avec mes analyses. Alors, si je dois faire un certain nombre de constats sur mon analyse des 19 bilans bancaires, puisqu'il n'y a plus que 19 banques, étant entendu que le Crédit Agricole a quitté l'Algérie il y a 2 ans, il y a 3 caractéristiques qui se dégagent sur l'exercice 2021. La première caractéristique, c'est que nous avons une très forte mobilité des bilans, une très forte mobilité des bilans en 2021. Pourquoi? Parce que nous observons une hausse du total de bilan de la place de 21%. C'est colossal. Pour votre info, le bilan de la place, il est à peu près à 19 300 milliards de dinars, alors qu'il était à la fin de 2020 d'un peu moins de 16 milliards de dinars. Donc on a un secteur bancaire qui représente grosso modo 140 milliards de dinars, c'est-à-dire à peu près 87% du PIB. D'accord? Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la place financière algérienne est une toute petite place financière. On représente quasiment rien. 140 milliards de dinars, c'est absolument rien. À titre de comparaison, le Maroc, c'est 172. Et c'est pas la statistique la plus importante, c'est que quand on compare le total de bilan le total des bilans bancaires en Algérie au PIB, on obtient 87%. Or, un pays comme le Maroc, on est à 122%. Donc vous avez déjà un premier critère qui vous montre que l'intermédiation bancaire en Algérie, elle est très très faible. Le rapport entre le total de bilan et le PIB montre que l'intermédiation bancaire est assez faible. Alors, le total des bilans des banques publiques, il a augmenté de 22%, alors que le total de bilan des banques privées, il a augmenté de 13,80%. Quand je dis augmenter, c'est de comparer 2020 avec 2021. Et bien évidemment, Farid a toutes les données sur les tableaux synthétiques pour 2020 et 2021. Et en cas de besoin de statistiques, vous m'envoyez un mail et je peux vous donner 2019. Ceux qui sont doctorants, ne vous gênez pas pour demander des conseils sur les concepts et sur la data. J'ai encore quelques amis à l'intérieur du circuit. Alors, donc on a une forte mobilité des bilans, première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que bon, les banques publiques continuent de dominer la place. Les banques publiques continuent de dominer la place puisque le total de bilan des banques publiques, on est à 16 758 milliards.
alors que le total de bilan des banques privées, on est à 2543 milliards de dinars. C'est-à-dire que, en gros, les banques publiques représentent 86,82% de la place, hein, en termes de total de bilan. Alors, la remarque, c'est que la plus petite des banques publiques, qui est la BDL, elle a un total de bilan de 1348 milliards, ce qui est, grosso modo, 3 fois la taille du plus gros bilan des banques privées, qui est la Société Générale, hein, avec un bilan de 423 milliards. On voit bien que, en fait, les banques privées représentent quelque chose d'assez marginal, puisque si on prend la Société Générale, elle représente, c'est la première banque privée, elle représente 2,3% des 2,3% des crédits à la clientèle et 2,7% des dépôts de la clientèle. Alors, dans cette domination et dans cette typologie du secteur, il faut noter que le dynamisme des banques islamiques, hein, par banque islamique, je parle de El Baraka et Salem Bank, puisque, j'allais dire, on n'a pas de statistiques autour des fenêtres participatives qui sont ouvertes par les banques publiques. Alors, il y a un dynamisme qui est très très clair, notamment chez la Salem Bank. Hein. La Salem Bank est probablement au jour d'aujourd'hui la banque la plus dynamique du marché. Hein, puisque, je vous donne un ordre de grandeur, en 2020, elle avait une taille de bilan qui était la moitié de Baraka. En 2021 et probablement en 2022, elle a la même taille de bilan. Hein. Donc très clairement, la Salem Bank a gagné des parts de marché et continue de gagner des parts de marché. Alors, la troisième caractéristique, c'est que certes, on a une forte mobilité des bilans, les bilans augmentent, mais derrière, il y a des évolutions qui sont contradictoires. Hein. Il y a des évolutions contradictoires qui sont très très claires. Alors, les évolutions contradictoires que l'on observe dans l'augmentation de la taille des bilans, la première caractéristique, c'est que les dépôts de la clientèle augmentent. D'accord ? Les dépôts de la clientèle ont augmenté d'à peu près un peu plus de 15%. Pour les banques publiques, la hausse des dépôts a été d'environ 15%, alors qu'elle a été quasiment de 20% pour les banques privées. D'accord ? Alors, derrière la hausse des dépôts, à la clientèle, hein, qu'on s'exprime bien, il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'il y a une hausse des dépôts qui proviennent des hydrocarbures. Hein. Ça, on arrive à le capter à travers le bilan de la BEA, puisque la BEA a une hausse de ses dépôts clientèle de 31%, alors que la moyenne des banques publiques est à 15%. Hein. La BEA, à elle seule, explique 41% de la hausse des dépôts, chez les banques publiques. Donc, la hausse du prix du baril, elle a cause directe de la hausse des dépôts clientèle dans le secteur. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un effet de cause à effet qui est évident. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais il y en a parmi vous qui s'intéressent à la liquidité du secteur, la variable explicative de la liquidité du secteur, c'est d'abord les dépôts des hydrocarbures et donc le prix des hydrocarbures. Hein. Le prix des hydrocarbures associé à la variation du taux de change, parce que plus le taux de change dévalue, plus la contrepartie dinar est importante et donc plus la liquidité est là. Du côté des banques privées, on n'est plutôt pas dans cette problématique-là, on est dans une problématique où très honnêtement, les banques privées ont vraiment amélioré la collecte des ressources. Hein, parce que pour faire plus de 20% en une année, c'est un résultat important. Alors ça, c'est le premier point à relever dans l'évolution contradictoire des bilans. Hein. La deuxième chose qu'il faut... Alors, vous avez les bilans qui augmentent, vous avez les dépôts qui augmentent, et puis en face, qu'est-ce que vous avez?
vous avez les prêts à la clientèle qui diminuent. Donc, bilan qui augmente, dépôt qui augmente, et vous avez les prêts à la clientèle qui diminuent. Qu'est-ce qu'on a observé en 2021? On a observé une baisse des prêts à la clientèle d'à peu près 14,25%. Donc vous voyez que c'est assez contradictoire. Les bilans augmentent, les dépôts augmentent et les prêts diminuent. Alors bien évidemment, il y a eu une très forte baisse des prêts par les banques publiques, c'est-à-dire que les encours de prêts des banques publiques ont diminué de 17%. Ça n'a pas été compensé par la hausse des prêts qui sont octroyés par les banques privées, qui étaient de 9%. D'accord? Alors, quand on constate un élément comme celui-là, j'allais dire, on peut s'interroger sur la question de la réalité du processus de relance qui était affiché en 2021 par les autorités. Hein, on affiche politiquement une politique de relance, or on observe que les crédits à la clientèle diminuent de 15%. D'accord? Donc ça c'est l'énigme, mais on verra que l'énigme est assez claire, assez facilement, on peut l'éclairer. Alors, comment dire, dans cette évolution contradictoire, la raison, on la trouve dans quelque chose d'assez clair dans les bilans des banques. Hein. Il y a une évolution sensible du bilan des banques publiques. Il y a une évolution sensible des bilans des banques publiques, c'est que certes, les bilans augmentent, les dépôts augmentent et les crédits à la clientèle diminuent. Donc, où va l'argent? Eh bien, très clairement, l'explication de cette dichotomie, c'est que il y a dans le bilan des banques publiques une hausse très sensible du portefeuille de bons de trésor détenus. C'est-à-dire, en gros, la part des bons du trésor dans le bilan des banques publiques est de plus en plus importante. Alors, je vous donne un ordre de grandeur. En 2020, les bons du trésor détenus dans les banques publiques, on était à peu près à 1300 milliards de dinars. En 2021, ça représentait à peu près, à l'époque, en 2020, 1300 milliards de dinars. Ça représentait 9,50% du total de bilan des banques publiques. En 2021, qu'est-ce qui se passe? On passe à peu près 5 000 milliards de dinars de bons du trésor dans les bilans des banques publiques, ce qui représente grosso modo 30% des bilans. C'est-à-dire 30% des bilans des banques, c'est maintenant des bons du trésor. Hein. Pour certaines banques, la proportion elle est beaucoup plus élevée. Si vous regardez le bilan de la BNA, par exemple, hein, le bilan de la BNA, la part du portefeuille de bons du trésor dans le bilan de la BNA, c'est grosso modo 43%. C'est-à-dire 43% du bilan de la BNA, c'est des bons du trésor. De la même manière, 38 ou 39% du bilan de la CNEP, c'est des bons du trésor. 27% du bilan de la BEA, c'est des bons du trésor. Alors, bien évidemment, quand vous voyez ça, que vous voyez une hausse des bilans, une hausse des dépôts, et puis une hausse de la part des bons du trésor à l'intérieur du bilan des banques, de facto, vous vous posez une question très très simple, c'est la question de l'effet d'éviction des entreprises privées du financement. D'accord? Parce que les ressources, la liquidité qui est prise par le Trésor, elle n'est pas disponible pour les entreprises privées. Hein, elle n'est pas entre. Et bien évidemment, si vous voulez, tout ça, ça découle. On pourra discuter du mécanisme par lequel ça s'est fait. Tout ça découle du programme spécial de refinancement qui a été décidé par le gouvernement en 2021, qui a racheté qui a autorisé à racheter
2100 milliards de créances irrécouvrables ou improductives ou en difficulté, peu importe, par le Trésor, hein, pour permettre, j'allais dire, aux banques publiques de disposer de la liquidité, pour relancer l'investissement. Hein. Or, à travers un différent mécanisme dont on pourra aller dans les détails lors des débats, en fait, cette liquidité, elle n'est pas allée à la relance elle n'est pas allée à la relance de l'investissement. La liquidité, elle est allée au financement du déficit du Trésor, hein, ce qui est complètement différent. Hein. Alors, le quatrième point, si vous voulez, c'est la baisse des revenus. Hein, la baisse des revenus, c'est-à-dire que, grosso modo, le produit national, le PNB de la place, il a diminué de 1,84% en 2021. Celui des banques publiques, il a baissé d'à peu près 2,83%. Bon, mais dans les banques privées, on a eu malgré tout une hausse des revenus de 1,65. Hein. Alors, c'est la deuxième année d'affilée que le PNB diminue. D'accord? C'est-à-dire le chiffre d'affaires du secteur bancaire en 2021 et en 2020, il est en chute. Hein. Ça veut dire que nous sommes dans une place qui est en récession. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une banque qui voudrait croître dans un marché en récession, la seule manière de croître, c'est d'aller chercher les parts de marché chez la concurrence. Hein. Alors, est-ce que cette baisse des revenus provient, j'allais dire, de l'encadrement des taux d'intérêt de plus en plus serré qui est mis en place par la Banque centrale, ou est-ce que c'est la baisse des commissions sur le volet commerce extérieur? Il faudrait étudier ça dans les détails. Malheureusement, je ne l'ai pas encore fait. Alors, cinquième point, c'est que malgré tout, la rentabilité apparente, hein, je dis bien la rentabilité apparente, parce que vous savez, dans une banque, il est très facile de faire augmenter ou diminuer la rentabilité tout simplement en manipulant le poste des provisions. Hein. La rentabilité apparente, elle est en amélioration. Elle est en amélioration tout simplement parce que le coût du risque de la place a diminué. Hein. Le coût du risque de la place a diminué. On va voir dans quelle échéance, mais aussi et surtout parce que les coefficients d'exploitation de la place sont très très bas. Hein. Les coefficients d'exploitation, c'est les frais d'exploitation, par rapport au PNB. Hein. C'est-à-dire le PNB moins les frais d'exploitation sur le PNB. Les coefficients d'exploitation de la place algérienne sont à 30%, ce qui est très bas. Hein. Je vous dis, en Europe, quand on arrive à avoir un coefficient d'exploitation à 70%, on nous traite de superstars. Hein. En Algérie, on est à 30%. Hein. Bon, ça pose quand même la question du niveau des salaires et du niveau des investissements informatiques. Mais globalement, on a un coefficient d'exploitation à 30%. Bon, il est de 30%, excusez-moi, chez les banques publiques, il est de 41% chez les banques privées, et en moyenne, il est à 32%. Hein. Bon, pour votre information, au Maroc, la moyenne du secteur est de 50%. Hein. Donc, on a des coefficients d'exploitation qui sont très très bas. Alors, je vous ai dit, la rentabilité s'est améliorée parce qu'on a une amélioration du coût du risque. Alors, le coût du risque, il a diminué en 2021 d'à peu près 46%. Hein. Le coût du risque, c'est les provisions nettes qui ont été passées par le secteur. On est de l'ordre de 95 milliards de dinars, alors qu'en 2020, on était à 178 milliards. Et en 2019, on était à 187 milliards. Hein. Donc il y a une nette amélioration du coût du risque. Tout ça, ça donne lieu, le résultat de la baisse du coût du risque, du maintien de coefficients d'exploitation très bas, conduisent à des return on equity, des rendements des fonds propres très importants, puisque les profits de la place, ils ont augmenté de 30% en 2021. On est à peu près à 212 milliards de dinars de profit. Hein.
dont grosso modo 47 milliards pour les banques privées, qui se traduisent quasiment toujours par un transfert de dividendes équivalent, ou à peu de choses près. Et on a donc des ROE, un ROE moyen de la place de 12,98, et 12,98 pour les banques publiques et de 14,63% pour les banques privées. Ça, c'est des chiffres qui font rêver tout le monde, qui font tout le monde, de rêver tout le monde dans le monde, en termes de rendement des fonds propres. Les ROE, les rendements sur les actifs sont aussi astronomiques, avec un ROA des banques publiques de 1,77 et un ROA des banques privées à 3%. Là aussi, c'est exceptionnel. Alors, quand on voit ça, on va se poser un certain nombre de questions. On va se poser un certain nombre de questions sur quelles évolutions, quelles évolutions on peut attendre. Alors, si vous voulez, les principaux questionnements, je pense que ça devrait être les suivants. Les principaux questionnements devraient être les suivants. Bon, on peut pas faire une dichotomie entre l'économie financière et l'économie réelle. Ça, c'est pas possible. Il n'est pas possible de faire la dichotomie entre l'économie financière et l'économie réelle. Bon, très récemment, lors d'une longue discussion avec un ancien ministre des Finances et néanmoins notre ancien professeur à l'université, il me disait, mais écoute Rachid, la situation actuelle du secteur bancaire, elle n'est que le reflet et l'accentuation de nos dérèglements structurels et surtout celui de notre dérive budgétaire, celui de notre dérive budgétaire. Alors, on peut pas parler de réforme bancaire sans évoquer le contexte macroéconomique et l'économie réelle. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que notre secteur bancaire est de plus en plus fragile, et il fait preuve de beaucoup de vulnérabilité. Alors, je suis un lecteur assidu des articles 4 du Fonds monétaire international depuis 30 ans. Pendant des années, je lisais ça en me disant, mais le FMI exagère. Pourquoi parle-t-il de fragilité du secteur bancaire en Algérie avec des ratios tels que celle-là? Bon, je suis maintenant convaincu que le Fonds monétaire a raison. Et pas uniquement le Fonds monétaire, et la Banque mondiale avec. Tout simplement parce que nos banques, si on regarde les chiffres, sont devenus les banquiers du Trésor. Nos banques sont devenues les banquiers du Trésor, et donc, de facto, elles seront de plus en plus sensibles, notre secteur sera de plus en plus sensible à l'évolution des finances publiques, et donc à l'évolution du cours des hydrocarbures. Alors, dans ce cadre-là, il faut quand même se poser des questions, un certain nombre de questions. Les questions qu'il faut se poser, c'est que quelle suite on doit donner au financement sans fin des déficits des entreprises publiques, déficits des entreprises publiques qui, d'après mon ancien professeur et ex-ministre des Finances, ont coûté grosso modo 300 milliards de dollars sur les 30 dernières années. Donc, les suites à donner au financement sans fin des déficits des entreprises publiques, point next. Ça n'a pas l'air de se calmer, je dirais même ça risque de s'accélérer. Deuxième question, c'est le traitement de fonds de nos finances publiques, notamment la diversification des sources de financement, parce que bon, au jour d'aujourd'hui, comment on finance le déficit budgétaire? Comment on le finance? Il n'y a pas grand-chose, c'est la création de monétaire, directe ou indirecte. Les détenteurs de la dette publique, c'est la Banque centrale et les banques publiques.
hein, c'est du papier de famille. Hein. Alors, troisième sujet d'interrogation, c'est que se passera-t-il quand il y aura un nouveau retournement abrupt du marché des hydrocarbures, hein, parce que le marché des hydrocarbures, il est sensible aux évolutions géopolitiques. Les évolutions géopolitiques actuelles expliquent la hausse, mais il peut y avoir des évolutions géopolitiques dans l'avenir qui expliquent qu'une forte baisse. Hein. Et dernière chose, dernier questionnement, qu'est-ce qui va se passer quand les banques publiques devront rembourser grosso modo les 2000 milliards qu'elles doivent à la Banque d'Algérie dans le cadre de la procédure du programme de financement spécial, de refinancement spécial qui a été décidé en 2021. Alors, au total, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que une crise de liquidité à l'avenir n'est pas une hypothèse à ignorer. Il pourra y avoir une nouvelle crise de liquidité dans les prochaines années en fonction de l'évolution d'un certain nombre de paramètres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réforme du secteur bancaire est une nécessité absolue. Hein. La réforme elle est incontournable. Elle est incontournable, mais attention, elle ne sera pas suffisante. Hein. Elle ne sera pas suffisante pour asseoir une croissance pérenne et asseoir une diversification de l'économie si elle n'est pas par ailleurs accompagnée d'un programme cohérent de réformes structurelles dont elle ne sera qu'une partie. D'accord ? Alors, ça me fait passer donc, j'allais dire, à la deuxième partie du débat qui est la réforme du secteur bancaire. Alors, si on fait le bilan, on a eu, alors ceux qui travaillent sur l'intermédiation bancaire et financière, on a eu une intermédiation bancaire et financière très faible dans ce pays, hein, qu'on peut mesurer par le rapport entre le total de bilan de la place par rapport au PIB, les dépôts par rapport au PIB, les prêts par rapport au PIB, tout ça, les critères, vous les connaissez. Bon, on a eu le taux de couverture des agences, une agence pour 26 000 habitants, alors que chez les voisins, on est à 6 ou 7 000. Bon, vous connaissez les critères qui nous permettent d'évaluer la faiblesse de l'intermédiation financière. Bon, donc on a constat une faiblesse de l'intermédiation financière. 2, on a prédominance du secteur public. Et 3, on a faiblesse des crédits octroyés au secteur privé. D'accord ? Ça, c'est les 3 problèmes que nous avons. Alors, les 3 problèmes que nous avons, c'est pas des 3 problèmes, c'est les 3 constats qui font que on a pu observer que pendant des années, bien que le pays ait eu des milliards de ressources, hein, des milliards de dollars de ressources, des ressources importantes, de la liquidité importante, le pays n'a pas été capable de générer de la croissance. Hein. On n'a jamais eu une croissance à 2 chiffres. Hein. Ça vient de l'intermédiation bancaire insuffisante. Alors, ne rêvons pas. L'intermédiation dans ce pays restera une intermédiation bancaire sur les années à venir. Pourquoi? Parce que je ne vois pas de développement significatif de l'intermédiation financière à travers les marchés financiers. Hein. C'est-à-dire que la finance directe dans ce pays, c'est pas demain la veille. Hein. C'est pas demain la veille. Donc il faut se focaliser sur la réforme bancaire plutôt que sur la réforme financière, parce que les marchés, c'est pas encore demain la veille. Alors, essayons de donner un contenu concret à cette réforme, à cette nécessaire réforme bancaire. Alors bon, la première chose, c'est qui va la gérer, hein, qui c'est qui va la gérer. Alors je peux vous dire que si elle est gérée par le ministère des Finances, ça ne marchera pas. Si elle est gérée par la Banque centrale, ça ne marchera pas. Hein. Je crois qu'une réforme bancaire nécessitera sans aucun doute la mise en place d'une structure ad hoc
hein, avec à un niveau très élevé, à un niveau politique très élevé. C'est-à-dire que je pense qu'il faudra créer une structure ad hoc, soit au niveau de la présidence de la République, soit au niveau du chef du gouvernement, hein, pour donner plus de poids politique à la volonté de faire évoluer les choses. Alors, grosso modo, il faut faire évoluer le cadre institutionnel. Il faut faire évoluer le cadre institutionnel. Alors, moi, j'ai une proposition de programme en sept axes. Hein. J'ai une proposition de programme en 7 axes. Le premier axe, c'est qu'il faut définir une stratégie de développement du secteur bancaire et la communiquer. Hein. Au jour d'aujourd'hui, les objectifs du gouvernement et les objectifs des gouvernements dans le passé ont toujours été flous. Hein. On n'a pas été capable de donner de la visibilité aux investisseurs internationaux dans le secteur bancaire ou de la visibilité aux investisseurs locaux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on est prêt à donner des nouvelles licences? Est-ce qu'on est prêt à développer des nouveaux services? À quelles conditions, etc. Il faut être très très clair sur les conditions, sur les calendriers, etc., etc. Après, dans cette politique de développement du secteur bancaire, je crois qu'il faut redonner totalement une indépendance à la Banque centrale d'Algérie, hein, comme c'était le cas dans la loi initiale d'avril 1990, de la loi monnaie-crédit d'avril 1990. On verra tout à l'heure que c'est partiellement pris en charge par la nouvelle loi bancaire qui est en train de circuler. Mais une chose est certaine, la modernité ne viendra que de la concurrence, hein, car c'est la concurrence qui est le moteur de l'innovation, hein, que ça soit très très clair. Alors, le deuxième axe sur lequel j'aimerais revenir, c'est il faut faire évoluer la gouvernance des banques publiques. Alors, sur l'évolution de la gouvernance des banques publiques, j'aimerais évoquer 6 axes. Le premier axe, c'est qu'il faut clarifier le rôle ambigu des banques publiques. Alors, si vous voulez, le cadre général, qu'est-ce que c'est? Le cadre général du secteur bancaire en Algérie, c'est que c'est les banques publiques qui commandent, elles prêtent aux entreprises publiques et au Trésor. Donc, vous avez d'un côté l'État, puisqu'il est propriétaire, qui prête à l'État, qui est l'emprunteur, et le régulateur, c'est l'État. D'accord? Bon. Ça, le risque, c'est quoi? C'est des relations incestueuses. Hein, c'est des relations incestueuses qui ont lieu depuis 60 ans. Hein. Donc ça, c'est le cadre général. Donc il faut très rapidement, j'allais dire, clarifier le rôle des banques publiques. Hein. Le rôle des banques publiques. C'est quoi? Elles ont un rôle ambigu. Les banques publiques, on leur dit, vous êtes à la fois commercial et vous êtes au service de l'État. Bon, très bien. Mais quand je suis au service de l'État, il faut que ça soit très très clair. Et il faut que mon intervention soit compensée par des dotations budgétaires, hein, qui permettent de sortir des bilans, ce qui découle des interventions pour le compte de l'État. Au jour d'aujourd'hui, tout est mélangé. Hein. Tout est mélangé et on ne peut pas apprécier la performance des banques publiques aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout est mélangé. Les interventions pour le compte de l'État, le volet commercial, et donc on ne peut pas très, très clairement responsabiliser le top management des banques publiques. Hein. On reste dans de l'ambigu. Le deuxième élément dans la gouvernance des banques publiques, il faut arrêter les injonctions externes. Hein. Vous êtes PDG de banque publique, le téléphone il sonne souvent. Hein. Il sonne plus, non, c'est le portable maintenant qui sonne. Donc il y a beaucoup de portables qui fonctionnent. Hein. Il faut faire arrêter le portable des PDG des banques publiques. Il faut arrêter les injonctions externes vis-à-vis des banques publiques.
Parce qu'il faut respecter la règle de l'autonomie des entreprises, tout simplement. C'est pas moi qui a proclamé l'autonomie des entreprises publiques. Les banques publiques sont des EPE, donc il faut respecter l'autonomie des entreprises. Après, il faut très clairement fixer des règles de pouvoir et de responsabilité entre l'organe délibérant et l'organe exécutif. Alors, dernièrement, il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, on a séparé le directeur général et le directeur général, il est plus PDG maintenant. Et il y a un président du conseil d'administration qui est là de manière permanente. Tout ça, c'est du cosmétique. Dans la réalité, monsieur le ministre des Finances, monsieur le chef de gouvernement, rien n'a changé. La preuve, c'est que dernièrement, le ministre des Finances a convoqué les directeurs généraux des banques publiques pour leur donner des directives. Excusez-moi, mais normalement, les directives, on les donne au président du conseil d'administration. Donc c'est la preuve que tout ça, c'est du cosmétique pour faire semblant que les choses ont évolué, mais dans la réalité, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Ça, c'est le 3e volet. Alors, le 4e volet, c'est l'élargissement des conseils d'administration des banques publiques. Pourquoi? Parce que là aussi, le conseil d'administration des banques publiques, je peux vous dire une chose, il n'y a aucun banquier dans les conseils d'administration des banques publiques. C'est le sous-directeur de ceci, le sous-directeur de ça, le chef de département de ça. En gros, c'est un complément de salaire pour les cadres du ministère des Finances, en gros. Donc, j'allais dire, c'est du paquet de famille. Donc, moi, je dis, il faut élargir le conseil d'administration des banques publiques. Je suis volontaire, à l'extrême limite. Ça rapporte pas grand-chose, mais enfin bon, ça permettrait d'éviter pas mal de casses. Il faut élargir le conseil d'administration aux experts bancaires et financiers, et puis que les membres des conseils d'administration soient agréés ou bénéficient d'une certification préalable par un organisme de certification. Pour être administrateur, c'est pas parce qu'on est sous-directeur des moyens généraux au ministère des Finances qu'on peut être administrateur de la BEA. Il y a quand même une sacrée différence. Alors, bien évidemment, comment ça marche? Écoutez, c'est simple en Algérie, comment ça marche? Quand vous arrivez, vous êtes l'homme providentiel, et 1 an, 2 ans après, vous devenez le bouc émissaire. C'est comme ça que se gère la gouvernance chez nous. On passe de l'homme providentiel qui devient assez rapidement le bouc émissaire. Alors, bien évidemment, un des éléments aussi dans l'évolution de la gouvernance, ça sera le renforcement des normes de transparence. Le renforcement des normes de transparence et des obligations légales de publication de l'information comptable et financière, et surtout de la publication des données relatives au risque. Bon, pourquoi on n'impose pas à nos banques un rating? Un rating par Standard & Poor's, ou Moody's, etc. Les Iraniens, la Banque centrale d'Iran l'a imposé à ses banques. On parle de l'Iran, on ne parle pas de la Californie, on ne parle pas des États-Unis, on parle de l'Iran. Donc, il faut sans aucun doute une application très stricte d'un point de vue comptable des normes IFRS, parce que chez nous, on parle des normes IFRS quand on en parle, mais dans l'application quotidienne, je peux vous dire que quand vous lisez les rapports de certaines banques publiques, il n'y a rien. Il n'y a rien. En plus, vous avez beaucoup de mal. Une des banques publiques dont j'ai eu beaucoup de mal à obtenir les états financiers d'une banque publique. J'ai eu beaucoup de mal. Pourtant, je connais quasiment tout le monde dans le secteur. J'ai eu à droite, à gauche et tout. Et à un moment, dans une des banques publiques, vous allez rigoler, j'avais une ancienne étudiante à moi qui est chargée à l'intérieur de cette banque publique de gérer l'ALM. C'était de gérer l'asset liability management de la banque. Je l'appelle, je lui dis, tu peux m'envoyer le bilan de la banque? Elle me dit, monsieur Sekak, je l'ai pas. Elle gère le bilan, elle n'a pas le bilan. Bon,
On est en Algérie, rien n'est détonnant, mais c'est pas très sérieux en termes de normes de transparence. Alors bien évidemment, la dernière chose dans la gouvernance, très importante, c'est qu'il faut améliorer les outils de pilotage. Hein. Il faut améliorer les outils de pilotage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la banque? C'est quoi une banque? Une banque, c'est tout simplement des hommes et de l'informatique. Quand vous avez compris ça et que vous avez géré une banque, vous vous rendez bien compte de l'importance des hommes et de l'informatique. Ça veut dire qu'il faut avoir les deux. D'accord? Mais si vous n'avez pas le système d'information, franchement, vous pilotez rien du tout. Hein. Être banquier, c'est pas avoir un costume, de belles cravates et des boutons de manchette. Hein. Être banquier, c'est piloter la boutique. Pour piloter la boutique, il faut qu'il y ait un ERP ou un logiciel qui fonctionne. Je vous dis, en Algérie, sauf au niveau de la BDL, les logiciels qui sont peut-être un petit peu le CPA, les logiciels qui sont en place, ça relève de l'Antiquité. Hein, ça relève de l'Antiquité. Donc, un des éléments sera, j'allais dire, la dotation par nos banques de systèmes d'information parce que sans système d'information efficient, il ne pourra pas y avoir du contrôle interne efficient. C'est pas possible. Il ne pourra pas y avoir de la gestion de bilan, etc., etc. Alors, pour conclure sur la gouvernance, pour moi, il est impératif de privatiser partiellement, et je dirais même totalement, deux banques. Je ne vois pas ce que la BDL et le CPA font dans le secteur public. Il faut les privatiser, quel que soit le prix. Hein. Parce que quel que soit le prix que nous obtenons, ça sera toujours mieux que de continuer à financer un secteur public qui est totalement déficitaire. Donc je suis un partisan de la privatisation de ces deux banques. Hein. Alors on nous avait dit il y a 2 ans, le mois prochain on va privatiser une banque. Hein. Bon, comme souvent chez nous, hein, on nous dit dans 15 jours il va y avoir il va y avoir les bureaux de change. Hein. Vous avez entendu ça? Bon, moi aussi. Bon. On pourra en parler, lors des débats. Alors, le troisième axe, après la définition d'une politique, de la révision de la gouvernance des banques publiques, c'est qu'il faut des évolutions réglementaires. Alors, les évolutions réglementaires, il y en a plein. Il y en a plein qui devront être là. Bon, la réglementation, à mon avis, la plus importante à faire, écoutez, le contrôle d'échange en Algérie, il sert à rien. Hein? Si le contrôle d'échange avait servi à quelque chose, vous pensez qu'on parlerait de la bande? Hein? La bande, il y avait un contrôle d'échange. C'est pas sorti massivement. Hein. Donc c'est bien la preuve que le contrôle d'échange ne fonctionne pas. Hein. Si le contrôle d'échange avait fonctionné, ils n'auraient pas pu sortir ce qu'ils ont sorti massivement. Donc au jour d'aujourd'hui, le contrôle d'échange, il n'a plus de cohérence. Hein. C'était un contrôle d'échange basé dans une économie où on comptait en tonnes de ciment, tonnes d'acier, tonnes de ceci, tonnes de cela. Maintenant, on est dans une économie où les services, l'immatériel a beaucoup d'importance. Je pense qu'il faut évaluer la cohérence du contrôle d'échange et relâcher le contrôle d'échange progressivement avec l'amélioration des équilibres macroéconomiques. Ça sera impératif. De la même manière, il faut arrêter cet élément ridicule de l'autorisation préalable de chacune des agences par la Banque centrale. C'est-à-dire, en gros, vous devez attendre quelquefois 1 an et demi, 2 ans pour être autorisé à ouvrir une agence bancaire par la Banque d'Algérie. Je vois pas à quoi ça sert. Hein. Mais enfin, et il faudra aussi assez rapidement, d'un point de vue réglementaire, s'intéresser aux règles de comptabilisation des créances en souffrance, parce que les créances en souffrance, il y a pas mal de travail à faire. Alors, ça, c'était le troisième axe.
Le quatrième axe, c'est l'amélioration du cadre de supervision. Hein. L'amélioration du cadre de supervision et du cadre macro-prudentiel. Hein. Alors je crois que là, on a des grosses insuffisances. La première insuffisance, c'est les registres de crédit. Hein. Les registres de crédit ne sont pas bons. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle les registres de crédit? C'est une manière polie de dire les centrales des risques. Hein. Okay. Donc nos centrales des risques méritent un renforcement et une modernisation, mais elles méritent aussi un élargissement aux particuliers, hein. Pas uniquement aux entreprises, mais aussi aux particuliers. Deuxième chose, c'est que, bon, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas gérer les risques. Hein. Le problème de nos banques publiques, c'est d'abord un problème de gestion des risques. Elles ne savent pas gérer les risques. Donc, une partie du problème dans l'amélioration de la gestion des risques, c'est le recours aux centrales des risques. Hein. C'est un outil préalable. Donc, elles doivent devenir plus complètes, plus précises et certainement plus accessibles et plus conviviales. Alors, ensuite, je crois qu'il faudra mener dans le cadre de la supervision et du cadre macro-prudentiel, une réflexion pour une base de données des garanties hypothécaires. Hein. Une base de données des garanties hypothécaires. Pourquoi? Parce qu'on est quand même dans un pays où le prêt sur la base de garantie est très largement répandu. Donc il faudrait obtenir assez rapidement une base de données centralisée sur les garanties hypothécaires et sur les autres garanties qui sont données par les débiteurs. Je plaide depuis longtemps pour une commission bancaire totalement indépendante du gouverneur de la Banque centrale. Alors là, je ne me fais pas que des copains, hein, puisque même mon ami Abdelwahab Kerman m'a dit « mais je suis pas d'accord avec toi ». Bon, si t'es pas d'accord avec moi, on va pas être d'accord sur tout, hein, mais et c'est pas le chemin qu'on va prendre avec la nouvelle loi bancaire. Mais je pense que si j'avais le pouvoir de décider, dans ce pays, je ferais une commission bancaire totalement indépendante de la Banque d'Algérie. Bon, mais c'est un avis personnel, je le soumets à l'approbation. Et puis, en termes de supervision des banques, alors là, je vais interpeller le comportement de mes anciens collègues de la Banque d'Algérie. Les inspecteurs de la Banque d'Algérie, quand ils arrivent chez vous, quand ils débarquent, ils ont débarqué chez moi, hein. Quand ils débarquent chez vous, ils ont une culture, ils viennent vérifier le respect de la réglementation en vigueur. Hein. Ils viennent chez vous inspecter, les inspections sur place, c'est basé sur le respect sur l'adéquation de la réglementation en vigueur. Je pense que c'est pas totalement le boulot de l'inspection générale de la Banque centrale. La Banque centrale, elle doit être là aussi pour le contrôle des risques et l'amélioration des processus de gestion. Son boulot, c'est pas uniquement de vérifier l'adéquation avec la réglementation en vigueur, il faut aller beaucoup plus loin. Hein. Alors c'est un peu la différence qu'il existe entre l'audit interne et le contrôle de gestion. Hein. Il faudrait qu'il soit un peu plus contrôleur de gestion que auditeur interne. Hein. Alors, ça c'était le quatrième axe. Le cinquième axe, c'est que il faut innover. Il faut innover dans l'offre produit. Hein. Il faut innover dans l'offre produit, notamment en direction des PME. Alors, le problème, c'est que on a un peu peur des innovations technologiques dans ce pays. Hein. Alors, la semaine dernière, j'avais 4 ministres en face de moi avec les fintech. Hein. Alors, j'étais plutôt, malgré mon âge, j'étais plutôt du côté de ceux qui étaient là plutôt que de ceux qui étaient là. Hein. C'est-à-dire, j'étais plutôt du côté des jeunes qui veulent faire des choses plutôt que les vieux comme moi qui ont des réticences à innover. Moi, j'ai aucune réticence à innover. Mais on a un problème culturel dans ce pays. On a un problème culturel, c'est qu'on veut tout réglementer avant d'innover. On veut tout réglementer avant d'innover. Le problème, c'est qu'en ayant une telle attitude culturelle de tout vouloir réglementer avant d'innover, ben on tue l'innovation. Hein.
On tue l'innovation et normalement, en la matière, ce qu'il faut faire, c'est que il faut créer les conditions de l'émergence des nouveaux produits financiers et puis après veiller à ce que leur fonctionnement soit sain. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire innovons, créons les produits et les nouveaux produits, et ensuite, seulement si c'est nécessaire, légiférons et réglementons. Hein. Mais nous, on veut réglementer et légiférer avant d'innover. Hein. Il y a un problème de fond. De la même manière, on n'a pas de société d'information financière dans ce pays. Hein. Alors les fintechs, ça peut être un super créneau. Hein. C'est-à-dire des sociétés d'information financière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devriez avoir en Algérie des Dun and Bradstreet, c'est-à-dire, regardez-vous, vous faites de l'analyse financière, très bien, c'est bien, mais dans la réalité, qu'est-ce que vous comparez? Vous pouvez comparer l'évolution dans le temps. Vous êtes incapable de comparer les bilans avec une norme sectorielle, tout simplement parce que la norme sectorielle n'existe pas. Ça, c'est le boulot des agences d'information financière. Et il n'y a aucune agence d'information financière dans ce pays, donc il y a quelque chose à faire. Bien évidemment, il faut encourager. Alors, la création de fonds d'investissement en direction des fintechs, mais la question que je pose, c'est est-ce que c'est à l'État de financer l'encouragement au secteur privé? Je pose la question, étant entendu que force est de constater que le secteur privé, il parle beaucoup à la télé, hein, vous les voyez tous les jours sur les réseaux sociaux, etc. Il parle, l'innovation, la modernité, toutes les associations patronales, hein, ils parlent beaucoup. Mais dès qu'il s'agit de mettre un peu de sous sur la table, il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus personne. Ils avaient annoncé la création de fonds d'investissement, de ceci, de cela. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Au jour d'aujourd'hui, le financement des fintechs, ça relève de l'État. Bon, quand ça relève de l'État, vous savez comment ça se termine. Hein. Je n'ai pas besoin de vous expliquer les dérives arbitraires auxquelles ça peut mener, hein, mais c'est pas forcément le boulot. Alors, bien évidemment, on en discutera tout à l'heure. Les produits conformes à la charia, ça, c'est un vrai sujet. Hein, c'est un vrai sujet et la régularisation ex post. Alors, c'est assez marrant parce que la banque islamique, elle a fonctionné dans ce pays tout à fait normalement avec Salem et Baraka pendant des années. Il n'y a pas eu de problème. Maintenant, on va la réguler. Alors, je me dis attention, si on va la réguler, c'est peut-être une entrave à on a régularisé ex post le problème. Alors, mais on ne pourra pas être en autarcie. On ne pourra pas être en autarcie. Donc le sixième axe, c'est les évolutions institutionnelles qui seront nécessaires en dehors du secteur. Alors, en dehors du secteur, si vous voulez, c'est que il y aura des évolutions importantes à mener au niveau du système judiciaire. Hein, au niveau du système judiciaire, pourquoi? Parce que chez nous, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la faillite. On connaît la faillite. Et on connaît la faillite des entreprises, mais on ne connaît pas la faillite des individus. Ça n'existe pas. Hein. De la même manière, si on connaît la faillite des entreprises, un commerçant, il ne peut pas faire faillite dans ce pays. Parce que ce n'est pas une personne morale. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut mener, entre autres, une réflexion sur l'introduction des procédures spécifiques de conciliation et de sauvegarde, hein, qui existent partout dans le monde. Bon, on nous annonce la création des tribunaux de commerce, peut-être que ça sera pris en charge. Après, il faut revoir un peu tout ce qui tourne autour de l'exécution des garanties, parce que l'exécution des garanties dans ce pays, c'est pas totalement fluide. Hein, c'est pas totalement fluide. Alors, pour conclure sur le septième axe de la réforme, et avant qu'on parle dans les débats sur la loi bancaire, c'est que
derrière tout ça, il faudra former. Hein. Il faudra former et veiller à la promotion des ressources humaines. Hein. La réforme, il y aura d'abord, il faudra être crédible d'un point de vue politique pour convaincre. Hein. Parce que si vous n'arrivez pas à convaincre, ça ne se fera pas. Si vous n'arrivez pas à convaincre tous les acteurs qui sont à l'intérieur du secteur que c'est l'intérêt de tout le monde, que ça évolue, ça ne marchera pas. Alors, la réforme, il faudra bien entendu l'accompagner d'un effort très important de communication et de formation. Pourquoi? Parce qu'il faudra produire un choc culturel et faire adhérer. Hein. Il y a 36 000 personnes dans le secteur bancaire, hein, 36 000 personnes. Hein. Il faudra donc produire un choc culturel pour faire adhérer. Il faudra à la fois renforcer la capacité financière de nos banques, mais aussi de nos entreprises, hein, c'est-à-dire qu'une bonne partie d'une meilleure inclusion financière et d'une meilleure bancarisation dépendra aussi beaucoup de l'éducation financière. Hein. L'éducation financière, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en charge assez rapidement. Alors, bien évidemment, le cadre macroéconomique devra évoluer, parce que très clairement, au jour d'aujourd'hui, on est dans une phase, depuis des années, de répression financière. Hein. On est dans une phase de répression financière avec la nécessité d'une libéralisation totale des taux d'intérêt, hein. Une libéralisation totale des taux d'intérêt pour sortir de la chose, parce que bon, on pourra discuter de ça. Hein. Grosso modo, on a 7 000 milliards de dinars qui circulent dans l'économie. Qui circulent. On a 7 000 milliards de circulation fiduciaire hors banque. Hein. C'est-à-dire, ça représente à peu près 35% de M2 et ça représente 30% du PIB. Bon, ça fait fabuler tout le monde. Hein. Tout le monde rêve de capter ces 7 000 milliards de circulation fiduciaire. Bon, on pourra discuter que, en fait, c'est pas une chose simple et que ça relève de plusieurs problématiques qui sont complémentaires mais qui ne sont pas les mêmes. Hein. Alors, bien évidemment, la réforme, c'est des enjeux qui sont colossaux. Alors, quand je parle de réforme, je parle toujours d'une Arlésienne qui s'est jamais présentée sur la scène, hein, d'une Arlésienne qui s'est jamais présentée sur la scène. Je parle un peu souvent du monstre du Loch Ness, hein, et j'ai presque envie de dire que, attention, les enjeux sont colossaux. Il faut qu'on les prenne en charge très rapidement, parce que si le projet de réforme bancaire avortait une nouvelle fois, ça aggraverait à la fois la situation et les illusions, et je dis attention, que le serpent ne se morde pas la queue. Et je vous remercie beaucoup.